Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Ah, mon Dieu, quel week-end. J'espère que vous avez passé un super week-end, que vous avez bien profité des vôtres, que vous avez avancé sur des projets qui vous tiennent à cœur. Et on est dimanche soir, il est 21h30. Je suis pas encore douchée, je n'ai pas encore mangé. Hello Guiguine, bienvenue dans ce live. Hello Philippe, bienvenue dans ce live. Et je suis très heureuse de vous retrouver pour le live de ce soir où je vais répondre à la question de Pauline qui m'a envoyé un message et qui me demande comment ne pas chercher à s'attribuer le bonheur ou la réussite de quelqu'un que l'on a aidé. Il est difficile quand on aide quelqu'un de se dire que s'il a réussi, ce n'est pas grâce à nous, mais uniquement grâce à lui, parce qu'il ou elle a mis des choses en place pour réussir, comme par exemple nous écouter ou nous suivre. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je dois apprendre parce que j'aime aider les gens. Mais finalement, est-ce que je le fais pour moi, pour eux, pour la reconnaissance que j'attends qu'ils me donnent? Et si je n'ai pas cette reconnaissance, qu'est-ce qu'il se passe? Et au final, est-ce que c'est pas chercher à aider les gens et ne pas... Est-ce que au final, ça serait pas de ne pas chercher à aider les gens et de ne pas attendre de reconnaissance en retour? Voilà, donc on va parler de ça dans le live de ce soir. J'espère que vous allez super bien, que vous avez bien profité de votre week-end. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que contrairement au bruit de la société, qui nous font croire que l'autre c'est l'enfer ou ce genre de choses, sachez que les études en psychologie positive, elles montrent que un être humain, il est naturellement altruiste. On a fait des études sur des enfants, je crois que c'était 5 ans. J'espère que je me trompe pas. Si jamais vous avez la référence de l'étude, mettez-la dans les commentaires, comme ça permettra à tout le monde d'aller vérifier ça. Mais donc c'est ça, on a fait des études sur des enfants, je crois, de 5 ans, où un adulte laissait tomber quelque chose par mégarde, et puis les enfants de 5 ans, en fait, se baissaient, ramassaient et rendaient à l'adulte, en fait, qui avait laissé tomber quelque chose. Ça nous montre que, naturellement, on est des êtres sociaux altruistes. Ça veut dire que, par exemple, dans ton cas, Pauline, le fait d'aimer aider les gens, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, il y a comme les deux côtés de la médaille, tu vois. D'un côté, il y a aider et effectivement, quand on aide quelqu'un, on est censé être complètement désintéressé et ne pas attendre de reconnaissance, bien que la politesse voudrait que quand on aide quelqu'un, la personne nous dise merci pour notre temps, merci pour nos conseils, merci pour voilà, le temps, l'énergie, la patience qu'on a investi dans le fait d'aider cette personne-là. Et puis, il y a certaines personnes qui nous remercient jamais de ce qu'on a pu faire. Et c'est d'autant plus vrai quand on fait des métiers de l'accompagnement. Mais du coup, je suis obligée d'aborder un des syndromes les plus connus qui s'appelle le triangle de Karpman. Et le syndrome dont on va parler dans le live de ce soir, c'est le syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur, donc vous connaissez le triangle de Karpman, vous avez le sauveur, le bourreau, la victime. La problématique, quand on se place en sauveur, c'est qu'on projette d'office la personne en face de nous, la personne que l'on essaye d'aider sans que cette personne nous ait demandé notre aide, on la projette dans la place de victime. Et la place de victime, c'est une place un peu de soumission à l'autorité. Donc du coup, forcément, la personne que vous placez en victime, tôt ou tard, elle va se rebeller. Tôt ou tard, elle va avoir envie de vous envoyer balader ou autre parce que vous l'avez placée en position de victime. Et c'est un positionnement, le syndrome de sauveur, que je vois beaucoup chez les personnes qui accompagnent les autres, les coachs, les thérapeutes, etc. Et c'est pour ça que ça me semblait super important d'aborder ce sujet-là dans ce live. Et j'espère, Pauline, que ça t'aidera à voir si tu te fais partie de ces personnes qui ont le syndrome du sauveur. Avant toute chose, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans le cadre privé, il n'y a pas de mal à vouloir aider les gens et à se positionner dans la place de sauveur. C'est pas idéal parce que ce qui est important, je pense, et ça l'est d'autant plus si vous êtes accompagnant, si vous êtes coach ou thérapeute, moi ça fait partie des choses que j'aborde dans la Dharma Coach School parce que c'est central. Si jamais vous vous reconnaissez dans le syndrome du sauveur, s'il vous plaît, ne vous jugez pas et ne vous tapez pas dessus et ne vous rebellez pas contre moi non plus, ce n'est pas utile. Mon intention ici, c'est juste d'ouvrir les portes et que vous puissiez reconnaître, identifier les choses parce que je crois que c'est une très grande erreur que je vois très souvent dans le milieu de l'accompagnement, dans l'industrie du coaching et encore plus dans l'industrie du coaching en ligne. Donc, mon intention ici, c'est plus de vous mettre des points de vigilance
plus que de émettre un jugement ou une critique, ok? Et puis, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que pour moi, c'est très important quand j'accompagne mes clients, mes clientes, de me positionner en position d'égalité. Il n'y a pas de métaposition qui tienne. Moi, je parle depuis mon leadership au leadership des personnes que j'accompagne parce que les personnes que j'accompagne, elles sont pas moins que moi, elles n'ont pas moins de connaissances que moi, elles n'ont pas moins de savoir que moi, elles n'ont pas moins de leadership que moi, c'est pas vrai tout ça. Et si je m'adresse à mes clients comme à des victimes parce que je me place en sauveur, je leur permets pas d'être dans leur puissance. Or moi, ce que je souhaite pour chaque être humain de cette planète, c'est que chaque être humain soit sa propre figure d'autorité, que chaque être humain rentre dans sa propre puissance. Donc, pour moi, c'est une erreur de se positionner en sauveur. Et si jamais... voilà, vous avez l'impression que je vous juge ou autre, sachez que c'est parce que j'étais dans le syndrome du sauveur que j'ai fait psycho. Ok? Donc je vous juge pas, j'ai été à cette place-là, je sais très bien ce que c'est, mais je sais aussi qu'on peut s'en sortir et puis que c'est en sortant de ce syndrome du sauveur qu'on va retrouver une vraie liberté d'être. La possibilité de dire non, la possibilité d'apprendre à se respecter, à arrêter de se trahir, etc. Vous allez voir, c'est juste génial. Donc, commençons. Le syndrome du sauveur, c'est un hypersensible qui est équipé de détecteurs à souffrance. Littéralement, s'il y a une personne dans une pièce de 100 personnes qui est en pleine souffrance, vous allez voir que le sauveur va être juste à côté de cette personne-là. Mon Dieu, ça m'est arrivé dans une salle, je pense, il y avait comme 1000 personnes. Et puis, il y a une personne qui s'est effondrée dans les 1000 personnes et elle était assise à 2 chaises de moi. Voilà, typique. C'est un besoin, c'est des personnes qui ont un besoin viscéral et impérieux d'aider les autres. Et la raison pour laquelle ils ont cette hypersensibilité à la souffrance ou ce besoin viscéral et impérieux d'aider les autres, c'est parce que ils ont besoin d'être aimés. Ils ont besoin de se sentir importants. Ils ont un sentiment aussi de culpabilité. Comme s'ils ne méritaient pas déjà ce qu'ils avaient. Et puis, ça peut être aussi un très bon moyen d'aider les autres de se détourner de ces problèmes. Donc, être dans le syndrome du sauveur, ça peut être aussi une fuite de ses propres problèmes. En général, ça crée des dysfonctionnements comme une complaisance exagérée. Encore une fois, une complaisance exagérée. Déjà, je ne suis pas très fan de la complaisance, ni dans l'accompagnement, ni même en dehors. Parce qu'encore une fois, ça place les personnes comme si c'était des victimes, comme si elles n'étaient pas puissantes, comme si elles n'avaient pas une puissance intérieure, une puissance personnelle, du leadership pour traverser tout ce qui leur arrive. Et je pense, en plus, au-delà même de ça, que quand on se place en sauveur et qu'on projette littéralement en victime, c'est difficile pour cette personne de croire en elle-même. C'est pour ça que moi, je m'assure de vraiment, quand j'accompagne mes clientes, de les amener et de parler à leur puissance personnelle pour qu'elles puissent sentir qu'elles n'ont pas nécessairement besoin de moi. C'est cool de se faire accompagner par moi. Elles aiment ça, elles apprécient le travail qu'on fait ensemble. Bien sûr, elles font des sauts quantiques qui sont extraordinaires parce que j'aime ce que je fais et que je le fais bien. Mais en dehors de ça, elles sont capables. Ok, c'est très important. Donc, la complaisance, l'autocomplaisance, c'est pas tellement des choses que j'aime parce que je trouve que ça nous empêche d'être dans notre puissance intérieure. Dans les dysfonctionnements, il y a comme une servitude apprise. J'ai pris l'habitude de me mettre au service à l'excès par rapport aux autres. Je me soumets aux désirs des autres, aux besoins des autres constamment. Et ça, c'est lié à un conditionnement fait plaisir. Ok, c'est un conditionnement qui est appris dans l'enfance. Très souvent, il y a une désapprobation de soi. Il y a comme... Ces personnes-là vont vous dire qu'elles sont bienveillantes, mais c'est une bienveillance qui n'est pas juste, qui n'est pas dans la justesse, parce que c'est une bienveillance qui conduit à l'épuisement. Puis il y a une soif de reconnaissance, comme parle Pauline dans le message qu'elle envoie, qui fait que on n'arrive pas à se donner de la reconnaissance pour nous-mêmes, pour les actions qu'on met en place dans notre entreprise ou qu'on met en place dans notre vie au quotidien, etc., etc. Donc, c'est très important, comme je vous le dis tout le temps, d'arrêter d'avoir vos antennes à l'extérieur puis de venir en auto-validation par rapport à vous-même, par rapport à tout ce que ça peut... de vous auto-valider en fait, c'est ça, c'est ce qui est important parce que je me rends compte que, et encore une fois, je vous juge pas, j'ai traversé ça, donc je sais très bien ce que c'est, mais je me rends compte que, surtout dans des métiers un petit peu nouveaux, là, tous les métiers du bien-être, c'est des métiers qui se sont vraiment développés au cours de ces dernières années, et du coup, on a toujours
ce sentiment de pas mériter ce que l'on a créé, de pas être à la hauteur, de pas être capable, etc. Et ça, c'est lié au fait qu'on attend constamment la reconnaissance et la validation des autres. Or, le meilleur moyen d'avancer, de devenir un expert, de se positionner comme un expert, c'est vraiment de s'auto-valider. De plus attendre que les autres nous valident. Et vous allez voir que parce que vous allez vous auto-valider, parce que vous allez vous auto-reconnaître, vous allez vous légitimer vous-même, vous allez pouvoir passer à l'action, faire ce que vous avez à faire. Et à ce moment-là, quand vous aurez agi pour vous, pour vous réaliser, pour vos rêves, vous recevrez cette reconnaissance et cette validation de l'extérieur. Mais ça n'arrivera pas au début, c'est pas possible. Et puis, c'est une manière de se protéger, d'être dans le syndrome du sauveur, de la peur du rejet, de la colère et de la critique des autres. Donc, vous voyez bien que le syndrome du sauveur, c'est comme un mécanisme de défense que l'on a pour se protéger. Donc, effectivement, on n'est pas tant que ça dans l'altruisme. En fait, on prend cette casquette-là, ce rôle-là, parce qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on ne s'aime pas assez, parce qu'on a été conditionné aussi. Et je vous disais, du coup, ça fait référence au triangle de Karpman, sauveur, victime, bourreau. Bourreau persécuteur, selon la littérature. Donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que ce syndrome de l'imposteur, ce syndrome du sauveur, c'est un conditionnement, c'est le résultat d'un conditionnement, c'est un manque d'amour pour soi. Donc du coup, on va pouvoir se libérer de ce syndrome-là. Et pour ça, la première étape, bien sûr, c'est de prendre conscience qu'on est dans ce syndrome. Encore une fois, sans se juger, juste en se rendant compte que, ah, c'est vrai que peut-être j'ai une tendance à être dans le syndrome du sauveur. Et puis, il va falloir apprendre à dire non. Parce que le problème, c'est que quand on est dans le syndrome du sauveur, non seulement les gens ne nous demandent pas notre aide et on a tendance à leur proposer notre aide avant même qu'ils aient demandé. Donc on peut devenir envahissant pour les gens parce qu'ils nous ont rien demandé. Ça s'appelle faire de l'ingérence dans la vie des gens quand même. Et puis surtout, du coup, les gens, ils prennent l'habitude aussi de nous demander constamment des services. Et puis nous, on va aller sauver tout le monde. Sauf qu'on n'a plus de temps pour se sauver nous-mêmes. C'est des guillemets. Pour se sauver nous-mêmes. On n'a plus de temps en fait pour s'aimer nous-mêmes. Pour se reconnaître nous-mêmes, pour avoir de l'énergie pour nous-mêmes. Et pourtant, c'est ce qui va nous permettre d'être vraiment heureux. Donc, il va falloir apprendre à dire non. Il va falloir cesser toute forme de gentillesse excessive. Être gentil, ça ne veut pas dire être soumis. Être gentil, ça ne veut pas non plus être la serpillière pour les autres. Un être humain qui est gentil, c'est quelqu'un dont c'est sa nature profonde et qu'il agisse ou qu'il n'agisse pas, qu'il rende service ou qu'il ne rende pas service, il est gentil, c'est un fait. Ok, c'est pas parce que vous rendez des services constamment à tout le monde, c'est pas parce que, comme Pauline l'exprimait, vous aidez les gens à se réaliser, à réussir, etc., que ça fait de vous des personnes gentilles. Ce qui fait de vous des personnes gentilles, c'est votre nature intrinsèque. C'est pas dans l'acte, c'est dans l'être, vous comprenez? Donc, arrêtez la gentillesse excessive et puis sachez que cette gentillesse excessive, elle n'est pas vraie. Vous n'êtes pas dans la justesse, donc vous n'êtes pas vraiment gentil quand vous êtes dans un excès de gentillesse. Déjà, vous n'êtes pas gentil par rapport à vous-même. Parce que du coup, vous êtes en train de vous trahir constamment pour les autres, pour être aimé, pour ne pas être rejeté, pour recevoir la reconnaissance, etc., etc., etc. Combien de fois vous avez accepté des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous? Et comprenez que quand quelque chose n'est pas bon pour vous, c'est bon pour personne. Ensuite, les personnes qui sont dans le syndrome du sauveur ont très souvent tendance à négliger leurs propres besoins, voire même à ne pas savoir quels sont leurs besoins. Ça aussi, c'est un apprentissage et c'est très important, c'est la base. Je vous ai dit que moi, dans ma vie, je me posais toujours 2 questions chaque jour. C'est de quoi est-ce que j'ai besoin? Et cette question, je peux me la poser plusieurs fois selon si je suis dans des grandes périodes de changement, de mutation, de choses comme ça ou de fatigue. De quoi est-ce que j'ai besoin? Et je réponds à mes besoins. Et la deuxième question que je me pose constamment, c'est si je devais faire une seule chose qui va aller me permettre de me rapprocher de mon objectif, ce serait quoi? C'est ces 2 questions que je me pose tous les jours. Donc, c'est hyper important de savoir identifier et reconnaître ses besoins et apprendre à y répondre. Pardon, je vais encore éternuer. Je vous prie de m'excuser. Je continue. Hello Steve, bienvenue dans ce live. Donc ensuite, il va falloir
apprendre à connaître aussi et à poser ses limites. C'est pour ça que c'est important de connaître ses besoins, parce qu'en connaissant vos besoins, si par exemple vous avez besoin de vous reposer un jour où on vous demande un service comme de déménager ou de faire des choses comme ça, ben vous pourrez dire non, parce que ben vous savez que si vous répondez aux besoins ou aux demandes des autres, vous n'êtes pas en train de répondre à vos propres besoins. Et du coup, ça va vous indiquer où sont des limites. À chaque fois que vous respectez pas vos besoins ou vos valeurs, c'est qu'une limite a été franchie. Et très souvent, quand les autres franchissent nos limites parce qu'on les pose pas, parce qu'on les définit pas, parce qu'elles sont pas claires, établies et qu'elles ont pas des hauts standards, eh ben du coup, on va... J'ai perdu le fil de mon idée. Excusez-moi, j'ai reçu un message et ça m'a perturbée. Connaître et poser ses limites. Ben, je sais plus, mais je pense que vous avez l'idée générale. Oui, ça y est, je sais. En fait, le message de la colère, c'est justement quand un besoin, une valeur, des limites n'ont pas été respectées. Donc c'est très important de connaître ses limites et de savoir les poser aux autres. Parce que les autres, ils peuvent pas deviner où sont vos limites. Il y a des limites qui sont convenues dans la société, mais regardez comme il y a des gens qui respectent pas ça dans tous les cas. Il y a des gens qui rentrent vraiment très... Vous savez, qui vous parlent très près du visage ou autre, alors que comme la société française, par exemple, on sait que c'est une distance d'1 mètre, 1,50 m pour nous parler. Au-delà de 80 cm, c'est rentrer dans la bulle intime de la personne. Donc ça ne se fait pas. Et pourtant, il y a des gens qui le font. Okay, alors peut-être qu'ils n'ont pas appris les bonnes manières et la bienséance, mais la vie fait que constamment, on doit poser des limites aux gens. Et apprendre à oser ne pas être aimé par une personne. Les personnes qui ont le syndrome du sauveur sont des personnes qui ont un besoin viscéral d'être aimées par tout le monde. Mais vous n'avez pas envie d'être aimé par tout le monde, définitivement. Et puis même, pensez-y, on n'aime pas quelqu'un, enfin, on n'aime pas plus une personne parce qu'elle est complètement soumise, parce que c'est un vrai paillasson. Franchement, prenez les relations hommes-femmes, ok? Est-ce que vous pensez vraiment... Un truc tout bête, ok? Si vous êtes en couple ou célibataire, peu importe, mais imaginons qu'on ait une personne qui soit célibataire et qui cherche le grand amour. Puis cette personne, elle a tellement peur de ne pas être aimée, de ne pas trouver la bonne personne, de pas pouvoir créer et vivre la vie à laquelle elle aspire, qu'elle ne pose pas de limites, qu'elle accepte tout et n'importe quoi, qu'elle dit jamais non, etc. Résultat, dans le couple qu'elle va créer, c'est une serpillière. Comment voulez-vous que l'homme en face ou la femme en face respecte cette personne? Vraiment, à la hauteur qu'elle mérite d'être respectée. Je veux dire, à moins de tomber sur quelqu'un qui est extrêmement respectueux, sinon la plupart des gens, ils vont profiter de cette faiblesse. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Donc du coup, voici mon conseil si tu es célibataire et que tu regardes cette vidéo. C'est très important d'avoir des standards qui sont élevés pour toi. Et de présenter tes standards à l'autre. Et quand tu présentes tes standards, t'es pas là pour dire oui, moi je nanana. Non, c'est juste que tu vas apprendre à te respecter, à dire quelles sont tes limites, quels sont tes besoins, qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu veux vivre, qu'est-ce que tu espères. Et toutes les personnes qui vont pas correspondre à ce que toi t'as envie de vivre, bah tu sais d'emblée que tu vas même pas essayer d'avoir une relation avec ces personnes-là. Si toi tu veux quelqu'un de fiable et que la personne te dit je viens et qu'elle vient pas, bah tu sais déjà que tu as quelqu'un de pas fiable en face. Faudra pas t'attendre après à ce que cette personne, elle tienne ses engagements. Tu comprends? C'est super important là, je préfère un live là-dessus. Bref, donc pour sortir de ces jeux psychologiques, parce que finalement le triangle de Karpman, c'est un jeu psychologique. La première étape, c'est de se responsabiliser. La deuxième étape, c'est d'apprendre à s'aimer un peu plus chaque jour. C'est-à-dire d'être tellement débordant d'amour pour soi qu'on n'a pas besoin d'être aimé par les autres. Et après, bien sûr qu'on peut être aimé et qu'on va être aimé par les autres. C'est pas corrélé, mais c'est juste que plus on apprend à s'aimer, moins on a besoin de l'amour des autres, moins on va rentrer dans une posture de sauveur pour avoir le sentiment d'être aimé. Et du coup, on va vivre un véritable amour authentique avec les gens. Parce que vu que je m'aime assez, si toi, tu m'aimes pas ou que tu me respectes pas, ben, je vais pas avoir envie que tu sois dans ma vie. Parce que je m'aime assez pour me donner l'amour dont j'ai besoin. Et j'ai pas besoin que toi, tu m'aimes. Et puis en tant que coach, si vous êtes dans le métier de l'accompagnement, rappelez-vous que notre job, c'est pas d'être aimé par nos clients. Notre job, c'est
d'aider, c'est comme, pour moi, le coaching, c'est l'art de la transformation et de la relation. C'est pas une question d'être aimé par nos clients, c'est une question d'aider nos clients à se réaliser. Hello, bienvenue dans ce live. Et la troisième étape, du coup, c'est d'apprendre à être seul. Si tu veux sortir du syndrome du sauveur, il va falloir apprendre à être seul. Donc, je répète, pour sortir des jeux psychologiques, 1, se responsabiliser, 2, s'aimer davantage, 3, apprendre à être seul. Puis j'ai une question pour toi. J'aimerais que tu te demandes, qui suis-je si je n'ai personne à sauver? Tu peux me laisser savoir dans les commentaires. Ça m'intéresse, ou par message. Donc, les nouveaux comportements qu'on va essayer de développer, c'est d'attendre que l'autre formule sa demande avant de proposer notre aide. D'apprendre à dire non, j'en ai déjà parlé, de se connecter à soi et de connaître nos besoins profonds et de les respecter. De prendre le temps de vérifier si j'ai le temps et l'envie, à ce moment-là, d'aider une autre personne. D'observer et de préserver notre propre énergie. Notre énergie, elle n'est pas linéaire. Elle fluctue au cours d'une journée, elle fluctue au cours d'une semaine, elle fluctue au cours d'un mois, elle fluctue au cours d'une année. Et c'est notre responsabilité de prendre soin de notre énergie et de la préserver. De prendre soin de nous au lieu de vouloir sauver les autres. D'accepter que la personne ne veut pas évoluer, parfois ça arrive, et on n'est pas là en fait, même en tant que coach, on n'est pas là pour forcer le développement personnel ou spirituel d'une personne. C'est faux. On est juste là, parfois, pour accepter que la personne, elle n'a pas envie d'évoluer. Et vous savez quoi? Elle a son libre arbitre. Peut-être qu'elle va continuer à se plaindre de la même situation, mais c'est pas votre rôle d'aller la sauver. Vous devez d'abord vous occuper de vous. Accepter que l'autre n'a besoin ou ne veut pas de notre aide, n'a pas besoin de notre aide ou n'en veut pas, ça peut arriver aussi. Écouter sans réagir ou sans même donner de conseils, des fois, et c'est même dans le couple. Regardez, parfois vous avez juste besoin d'exprimer ce que vous ressentez, ok? Nos émotions, ce sont un message. Quand on parle, ça nous permet de clarifier ce qu'on ressent, ce que l'on vit et de prendre de la distance avec ce que l'on vit. On n'a pas nécessairement besoin de recevoir constamment des conseils. Parfois, on a juste besoin d'exprimer. Donc, c'est très important d'apprendre à écouter sans réagir et sans donner de conseils. Surtout si les gens ne nous le demandent pas. Sinon, comme je vous ai dit, c'est de l'ingérence. Donc, ensuite, il y a bien sûr oser ne pas être aimé. Non, en plus, je vous porte un t-shirt oser. C'est rigolo. Oser ne pas être aimé, il faut... J'arrive pas à trouver les mots, mais c'est extrêmement puissant, en fait, de se dire qu'on n'a pas besoin d'être aimé. Parce qu'on peut s'aimer nous-mêmes. Et que plus on va s'aimer nous-mêmes, plus on va rencontrer des personnes extraordinaires qui vont nous aimer pour ce que l'on est vraiment. Merci pour les petits cœurs. Alors, j'en étais où? Et très important pour sortir du syndrome... Merci. Très important pour sortir du syndrome du sauveur, c'est nourrir des relations qui sont gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il est hors de question que quelqu'un ait plus de bénéfices à la relation que vous entretenez que vous. Dans une relation, on doit être équitable, on doit être à égalité, c'est-à-dire... Oui, je vais t'aider, mais tu vas m'aider en retour. Je vais te donner des conseils, tu vas m'en donner. Je vais te donner de l'attention, je vais te donner du temps, je vais te donner de l'énergie et tu vas me donner cette même chose-là. Et c'est pas je te donne pour recevoir. C'est le genre de relation dans laquelle juste on donne et on reçoit. C'est pas tiens, je te donne ça, puis toi tu vas me donner ça. C'est du marchandage, ça c'est de la manipulation. Donc veillez pour sortir du syndrome du sauveur à avoir des relations gagnant-gagnant. Ensuite, comme je vous ai dit, c'est qui je suis. Posez-vous cette question. Qui je suis si je n'ai personne à sauver? Et demandez-vous aussi, est-ce que j'aide l'autre à être dans sa puissance? Est-ce que quand vous vous placez en sauveur et que du coup vous projetez l'autre en victime, est-ce que vous pensez que vous aidez l'autre personne à être dans sa puissance? Non. Vous allez faire une personne qui va se soumettre dans un premier temps peut-être à vous, mais qui va finir par se rebeller. Ensuite, dernière chose que vous pouvez faire, c'est vous demander, est-ce que quand je me place en sauveur, je nourris mon ego ou mon âme? Et soyez honnête avec ça parce que vous allez voir que vous êtes en train de nourrir votre ego. Et ce qu'il y a de vraiment important pour que vous vous sentez bien, pour que vous ayez l'impact que vous voulez dans votre vie, pour que vous puissiez
être et exprimer votre altruisme parce que c'est notre nature profonde d'être humain. Moi aussi, j'adore aider, comme tout le monde. Là, si je pouvais, j'aiderais tout le monde. Mais je peux pas. J'ai 24 heures dans la journée. Je suis en couple. J'ai une famille. J'ai des amis. J'ai des clients. J'ai des lives à faire. Et j'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de temps pour moi pour me reposer. J'ai besoin de temps pour moi pour me ressourcer. J'ai besoin de temps pour apprendre des choses et continuer à grandir. J'ai besoin de temps pour faire du travail de développement personnel sur moi. J'ai besoin de temps pour délivrer du contenu. J'ai besoin de temps pour coacher. Mon temps, il n'est pas extensible. Et si je passe mon temps à donner mon temps aux autres, pour des personnes avec qui parfois on peut même pas avoir de relation gagnante, eh ben je peux plus donner du temps à mon couple. Je peux plus donner du temps à ma famille. Je peux plus donner du temps à mes amis. Je peux plus me donner du temps à moi. Je peux plus vous donner du temps à vous. Je peux plus donner du temps à ce qui est important pour moi, à ce qui me nourrit, ce qui m'anime et ce qui me fait que je contribue dans ce monde. Ok ? Donc voilà, c'était ma vidéo sur le syndrome du sauveur. Pauline, j'espère que ça aura répondu à ta question. Laisse-moi savoir. J'ai vraiment hâte d'avoir de tes nouvelles. Et puis, pour les autres, j'espère que ça vous aura aidé aussi à repositionner quelques petites choses dans votre vie personnelle et professionnelle. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Bye.